On vous avait proposé de pouvoir participer aussi à ce colloque de là où vous êtes, parce que ce n'est pas toujours facile de se déplacer. Donc je vais vous laisser poser les questions, et puis les médecins qui sont à nos côtés pourront y répondre. Donc voilà, vous avez le docteur Benistan, vous avez le docteur Engelbert, le docteur Willems, et voilà. Et le docteur Kovantian qui va arriver. Voilà. Alors je vais attendre vos questions. Moi j'avais déjà des questions qui m'ont été posées en amont. Il y a un sujet qui revient très très fréquemment, c'est est-ce que la transmission dans une famille est systématique? Alors, non, la transmission n'est pas du tout systématique, puisque comme vous avez vu, il y a 2 modes de transmission habituels, le mode de transmission autosomique dominant et autosomique récessif. Alors pour le mode de transmission autosomique dominant, en fait, si on a un parent atteint, il a un risque sur 2 de transmission, et donc une chance sur 2 de ne pas transmettre, avec là-dessus en plus une expressivité variable qui fait que l'enfant peut, même s'il a hérité effectivement de la pathologie, avoir aussi une forme moins sévère que son parent. Puis il y a le mode de transmission pour certains types d'Ehlers-Danlos qui sont autosomiques récessifs, où on va avoir 2 parents qui sont indemnes, qui sont porteurs sains, et ils ont un risque sur 4 d'avoir un enfant atteint, quel que soit son sexe. Donc en tout cas, la transmission n'est jamais systématique. Il n'y a pas de mode de transmission mitochondrial non plus qui est décrit pour les syndromes d'Ehlers-Danlos. Alors ensuite, on avait une question aussi qui est très, très fréquente. Dans une même famille, est-ce que nous pouvons muter d'un type de SED à l'autre? Je sais, vous me détestez. Il y a des formes chevauchantes, hein, comme on a évoqué. À partir du moment où un type de syndrome d'Ehlers-Danlos a été identifié dans une famille, surtout lorsqu'on a une confirmation génétique, il est bien entendu impossible de passer d'un syndrome d'Ehlers-Danlos à un autre en fonction des générations. Autrement dit, un exemple simple, un patient qui a un syndrome d'Ehlers-Danlos de type classique ne peut pas transmettre un syndrome d'Ehlers-Danlos de type vasculaire. Est-ce que je réponds à la question? Voilà. La difficulté de se faire diagnostiquer, par qui doit-on commencer? Par un cardiologue, par un rhumatologue? Voilà, parce que c'est très très compliqué. J'ai dans ma famille des cas et c'est vraiment un parcours du combattant avec les déserts médicaux. Voilà. Alors, le premier élément de réponse, c'est que votre médecin doit être au centre de toute votre prise en charge. Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on se retrouve quand même très régulièrement avec des patients qui n'ont plus de médecin référent. Et il faut bien savoir que nous, médecins hospitaliers, on ne peut pas se substituer à un médecin traitant. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on voit arriver à nous, effectivement, en centre de compétences et en centre de référence, beaucoup trop de gens qui n'ont jamais consulté un spécialiste pour leurs problèmes. Et donc, effectivement, l'idée, en fonction des points d'appel cliniques, bien entendu, si ce sont des points d'appel cliniques dermatologiques, il faut avoir vu un dermatologue. Si vous avez des problèmes ostéo-articulaires, il faut avoir vu un rhumatologue, etc. Si vous avez des problèmes, avoir vu un neurologue. Voilà, je pourrais tous les énumérer, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent autour des syndromes d'Ehlers-Danlos. Et donc, après, je dirais que c'est les spécialistes entre eux qui vont coordonner leur action auprès des malades, mais l'idéal, c'est en lien avec le médecin traitant. Parce qu'on a quand même un vrai souci avec des questions qui nous sont posées. Une fois que les gens sont passés en centre de référence ou de compétences, il nous arrive soit par téléphone, soit par lettre, soit par mail, des messages qui pourraient être gérés par un médecin traitant qui vous connaît et qui travaille en coordination avec nous.
Alors, j'ai Gaëlle qui demande, ma fille, 18 ans, était diagnostiquée SED hypermobile. Depuis 2 mois, des symptômes digestifs se sont aggravés, nausées, douleurs abdominales. Elle n'arrive plus à s'alimenter. Pourtant, les examens complémentaires, échographie, fibroscopie, n'ont rien révélé. Elle est très affaiblie, mais les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Et nous la voyons désespérée. Elle a perdu la force de se battre et nous sommes démunis de la voir souffrir. Que nous conseillez-vous ? 18 ans. Alors, si elle a 18 ans, je pense qu'il faut qu'elle soit prise en charge par un médecin d'adulte. Si elle a déjà rencontré une équipe de gastro-entérologie qui arrive en bout de course et qui n'arrive pas à apporter des éléments de réponse, elle peut consulter l'équipe du professeur Benoît Coffin à l'hôpital Louis Mourier, avec lequel on travaille et qui nous rend beaucoup de services et qui parfois a des explorations qui ne sont pas proposées ailleurs et puis qui commence à avoir vraiment une bonne expertise sur le sujet. Voilà, mais il faut bien entendu d'abord avoir bien consulté en région dans un service de gastro-entérologie hospitalier où vraiment on s'assure que tout a été fait, bien sûr, avant de transporter une jeune de 18 ans dans un hôpital en région parisienne. Et puis là encore, être sûr qu'il n'y a pas un diagnostic différentiel, parce que c'est vrai que carrément l'anorexie complexe, c'est décrit, c'est quand même pas non plus fréquent dans le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, donc être sûr qu'il n'y ait pas une autre chose pour laquelle il y aurait un traitement spécifique aussi. Alors, j'ai Fantine qui demande, bonjour à tous, coucou, message personnel, coucou Valérie. D'un point de vue scientifique, pourquoi les anti-inflammatoires sont-ils déconseillés chez les SED ? Seul traitement possible parfois. Y a-t-il des risques importants pour une prise hebdomadaire, un comprimé 2 à 3 fois par semaine ? Clairement, non, c'est absolument pas contre-indiqué. Après, c'est au coup par coup. Alors, les anti-inflammatoires, ils ont leurs effets secondaires spécifiques, leurs risques spécifiques. Mais bon, il n'y a pas de raison particulière qui soit plus contre-indiquée chez les syndromes d'Ehlers-Danlos que dans d'autres pathologies. Une demande en MP qui a été faite et on me demande, en ce moment, y compris aux États-Unis, il y a beaucoup de diagnostics d'Ehlers-Danlos sous la hypermobile qui sont associés maintenant systématiquement à un diagnostic de fibromyalgie. Donc en France, on a beaucoup de problématiques au jour d'aujourd'hui. Est-ce que quand on a une fibromyalgie, on a systématiquement un SED hypermobile ? Et lorsque, à contrario, on a un SED hypermobile, est-ce qu'on a maintenant systématiquement une fibromyalgie ? Question difficile. Oui, question difficile parce que d'abord il faudrait, on sait ce que c'est que le SED, la fibromyalgie, c'est beaucoup plus complexe. Mais si on en reste à l'acception normale de la fibromyalgie, c'est une entité particulière qui associe des douleurs au niveau des insertions musculaires, à des troubles du sommeil, à des troubles digestifs. Donc ça peut simuler un syndrome d'Ehlers-Danlos, mais si on a fait un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos, on n'a pas une fibromyalgie. Voilà. Et si on a une fibromyalgie, ce n'est pas un syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est 2 entités totalement différentes. Alors la problématique vient que l'entité fibromyalgie est quelque chose de relativement flou. De même que je vois très souvent, moi, à ma consultation, déjà étiqueter fibromyalgie, venir avec une polyarthrose. Normalement, la fibromyalgie, c'est un diagnostic d'élimination. Si on a une polyarthrose, on a des raisons d'avoir mal à ces insertions musculaires. Ce n'est pas forcément une fibromyalgie. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions ? Allez-y. Ça va dépendre honnêtement de l'examen clinique de l'enfant, déjà. Est-ce qu'on a déjà des critères ? Ça va être au moment où il y a les critères qui sont remplis. Après, c'est vrai que s'il y a un doute diagnostique, nous, facilement, on va demander au moins l'évaluation, par exemple, cardiovasculaire. Mais c'est vrai aussi chez un enfant de 4 ans, par exemple, le diagnostic de SED hypermobile, sauf s'il y a déjà eu des épisodes de luxation prouvés, qu'il y avait une luxation de hanche ou qu'il y a eu déjà des épisodes
qui ne sont pas simplement des subluxations que l'enfant a ressenties. C'est vrai que ça peut être difficile de poser d'emblée un diagnostic. On peut aussi se laisser du temps et le revoir régulièrement. Je voudrais juste compléter. Je pense qu'il faut accepter la notion de patient potentiel dans ce contexte-là. C'est-à-dire que très probablement, il développera, le tableau va s'enrichir au fur et à mesure de la croissance et qu'on sera en mesure de porter un diagnostic plus fiable dans les années à venir. Mais il faut vraiment accepter le fait que l'on se dise cet enfant, il a un Ehlers-Danlos hypermobile potentiel. Voilà. Ce n'est pas un diagnostic de certitude, c'est un diagnostic probable. On va le suivre dans la durée, mais porter le diagnostic maintenant, ça serait risqué parce que si on est en excès, on peut être délétère également. Étiqueter en excès un enfant de 4 ans comme étant malade alors qu'il ne l'est pas, c'est délétère. Donc il faut qu'on ait cette notion de se dire, chez l'enfant, on ne réunit pas encore tous les critères diagnostiques. Probablement qu'en attendant, en le suivant dans les années futures, le tableau clinique va s'enrichir et on réunira l'ensemble des critères et le diagnostic sera certain. Mais pour le moment, il est potentiel. Alors c'est difficile, mais c'est comme ça. Et puis il y a Madame Leleu qui est dans la salle. Où en est l'étude menée par Madame Bédistan sur les vêtements compressifs? Alors, nous sommes à un petit peu plus d'un tiers d'inclusion de patients. C'est une étude qui va durer 2 ans, 2 ans de suivi pour chaque patient. Donc, c'est une étude pour laquelle on est parti encore, vous voyez, pour au moins 3 ans, puisqu'il y a encore une année d'inclusion. Et puis, donc, les derniers patients à la fin de l'année auront 2 ans de suivi. Donc, on aura les résultats de cette étude dans 3-4 ans. Ma fille était sur la région parisienne. Elle a été diagnostiquée syndrome de Ehlers-Danlos hypermobile par le professeur Amonet. Arrivée ici, on a mis en doute son diagnostic. Le médecin n'y croit pas. Elle souffre, elle a vêtements proprioceptifs, elle a les orthèses, elle a un exosquelette. Ça fait 3 ans qu'elle ne travaille plus. Elle est incapable de marcher certains jours. Et on vous dit, c'est dans votre tête. Voilà. Alors, elle avait une aide, elle avait des aides par la MDPH, entre autres le SAMSA, etc. Je ne citerai pas le nom d'un professeur qui a stoppé ça en disant, c'est pas la peine. Et ça fait 2 ans qu'elle n'a plus d'aide du tout. Alors, ni kiné, et elle souffre, elle continue à souffrir. Elle est sous morphine depuis 4 ans. On n'arrive pas à la désensibiliser. Elle essaye toute seule, elle était infirmière de métier, elle était fonction de cadre infirmier. Et là maintenant, elle est dans le vide, elle ne fait rien, elle ne voit plus personne. Elle arrive ici sur la région, je l'ai fait venir parce qu'elle ne peut plus rester toute seule à Paris. Et ici, personne ne s'occupe d'elle. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris un rendez-vous, mais je vous verrai. Non, j'ai pris un rendez-vous et j'ai obtenu un rendez-vous auprès de vous en 2020. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, on a ce problème qui en est un. C'en est un très sérieux. Elle a été opérée elle avait des reflux gastro-œsophagiens, elle a été opérée de l'estomac, on a touché le nerf vague. Donc, comme vous disiez tout à l'heure par une personne qui a appelé, elle n'arrive pas à s'alimenter en ce moment. Elle fait des pyélonéphrite à répétition. Toutes les choses ne vont pas. Et elle est toute seule à se débrouiller. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je suis venue à cette réunion, d'ailleurs. Alors, je vous interromps, excusez-moi. J'ai fait appel à une deuxième association et quelqu'un de la MDPH est venu en me disant, si on l'a supprimée, c'est qu'elle n'en a pas besoin. Moi-même, alors c'était de l'association des paralysés, etc. de France, ils sont venus, ils m'ont répondu, il n'a pas examiné rien du tout, il y avait un médecin qui est à côté de la directrice, il m'a répondu, si on lui a retiré, c'est qu'elle n'en a pas besoin, il doit y avoir un autre facteur, et il est parti comme il est venu. Et il m'a répondu, personne d'autre ne va la prendre en charge. Voilà où j'en suis. Alors, si quelqu'un a une solution, qu'il me l'apporte. Oui, moi je voudrais simplement dire, dans le lot de patients qu'on voit arriver, c'est vrai que certains ne réunissent pas les critères diagnostiques et on ne peut pas. En mon âme et conscience de médecin, quelqu'un qui ne réunit pas les critères diagnostiques
pour une maladie, je ne peux pas porter un diagnostic erroné. Hein. Donc, ça peut arriver de ne pas confirmer un diagnostic clinique, en mon humble âme et conscience. Et le plus souvent, on explique aux patients, on leur montre que tel et tel critère, ils n'ont pas et qu'ils ne réunissent pas les critères. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile que les plaintes fonctionnelles qui sont au devant de la scène ne sont pas réelles et n'existent pas, qu'il ne faut pas les prendre en compte. Hein. Ça c'est évident. On peut assez souvent, il m'arrive d'adresser les patientes à mes collègues internistes, notamment pour le diagnostic différentiel, mais aussi pour la prise en charge. Ce n'est pas parce que je ne porte pas le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos chez une patiente ou un patient que je ne vais pas forcément l'adresser au médecin algologue ou au médecin rééducateur pour prendre en compte ces problèmes de santé. C'est deux choses indépendantes. Hein. Mais par contre, le diagnostic, il faut qu'il y ait les critères diagnostiques. Voilà. Oui, je ne connais pas, je ne voudrais pas venir en particulier parce que j'ai pas, mais je ne peux pas parler de votre fille en particulier. Par contre, il m'est arrivé d'avoir des patients étiquetés avec un diagnostic porté par un confrère que je n'ai pas confirmé en examinant de façon complète la personne. Ça m'est arrivé. Ça nous est tous arrivé. Et de dire, non, moi je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ce diagnostic. Voilà. Le plus souvent, il y a un autre diagnostic. Et alors, le gros souci, c'est qu'un certain nombre de patients, on leur dit, vous avez un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, c'est magique, youpi, et terminé, au revoir, et après, on s'en occupe plus. Et ça, on le voit énormément dans nos activités. Voilà. Ehlers-Danlos, dévoyez-vous. Donc c'est une réalité qui survient aussi. Et quant au délai de consultation des centres spécialisés comme les nôtres, on embouteille. Vous parlez de rendez-vous en 2020. Moi, c'est à peu près pareil. À Garches, j'imagine, c'est peut-être même pire. Un petit peu moins, mais ça ne va pas tarder. Mais... Là, vous avez pris rendez-vous auprès du centre de compétences, ce qui me paraît déjà bien. Et dans l'attente, effectivement, médecin traitant, au cas par cas, rhumatologue, MPR, médecin algologue, et voilà. Hein. Oui, ce que j'allais dire, c'est que pour autant qu'il n'y ait pas de syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a forcément un diagnostic, parce que je m'excuse, mais c'est dans la tête, c'est pas un diagnostic. Ouais. Je vous répondrai sur les deux versants avec mon confrère algologue, parce qu'il y a des gens qui portent ce genre de diagnostic. Je ne le dis pas. Et mon confrère algologue répond toujours, mais si on vous a dit ça, madame ou monsieur, c'est normal. Si vous avez mal, c'est toujours dans la tête. Si vous aviez... Mais si vous voulez, au-delà de ça, si vous voulez, c'est pas un diagnostic, voilà. Par contre, si elle peut se déplacer jusqu'à Perpignan, je peux la voir d'ici quelques semaines. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? parce que j'ai promis à une de mes patientes que je la poserai, pas la poser tout à l'heure, les troubles digestifs, des troubles cardiaques un peu atypiques pour lesquels les équipes locales donnent leur langue au chat. Est-ce que tu as un référent? Oui, à l'HEGP, l'équipe du professeur Albert Agege. D'accord, merci beaucoup. Alors là, je vais avoir une question qui est un peu plus compliquée. Après, on va passer dans la salle. C'est en Belgique, où trouver des centres qui s'occupent de cette maladie. C'est pareil, on vous a fait une page Les Spécialistes dans laquelle nous avons en tout cas référencé, nous, les médecins référents en Belgique. Donc je vous invite à vous connecter sur la page de l'UNCED, sur la page Les Spécialistes. Vous avez une Google Map et vous avez les médecins référents qui sont répertoriés. Voilà.
Je suis orthophoniste et je vois actuellement une petite fille qui a 5 ans. Et bon, la maman me dit qu'elle a donc ce syndrome. Le diagnostic apparemment n'a pas été vraiment fait, en tout cas pas dans un centre de référence. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est la maman avec le médecin traitant qui est parti dans cette direction, qui a fait une demande d'ALD. Donc la petite fille est reconnue à 100%. Elle a un frère jumeau qui est aussi dans ce cas-là. Et donc elle a un gros retard de langage et de parole, enfin retard plutôt de parole, avec des difficultés un peu d'articulation, mais ça lui donne une parole un peu floue, et puis alors elle est très fatigable. Donc la maman dit que c'est en lien avec sa maladie, et voilà, je voulais savoir si c'était décrit, si les problèmes 10 étaient plus fréquents chez ces enfants-là. C'est vrai qu'habituellement, il n'y a pas de retard cognitif, par exemple. Il y a une fatigabilité, c'est vrai. Il peut y avoir des troubles moteurs, une dyspraxie liée aussi à l'hyperlaxité. Donc ça, les difficultés d'écriture, par exemple, ça peut se voir souvent. Mais un gros retard de langage à 5 ans, pour moi, il faut absolument rechercher autre chose. Il faut qu'on voit cette petite, et elle a probablement autre chose. Mais c'est le souci, enfin, c'est authentique, hein, l'histoire que je vous ai présentée. C'est vrai qu'il y a des patients pour lesquels le diagnostic a été posé de SED hypermobile avec une forme raide, vous voyez. Donc c'est vrai que comme il n'y a pas de preuves, il y a certains médecins qui n'hésitent pas non plus à poser le diagnostic par excès, parce que c'est plus simple aussi que de chercher autre chose. Ouais. Ouais, à mon avis, il faut qu'elle soit vraiment évaluée et en consultation de génétique, si la maman est prête à faire cette démarche. Ou en neuropédiatrie, ou quelque chose comme ça, mais ça donne pas de retard cognitif. Avant de repartir dans la salle, bonjour, de la part de Lolo, bonjour. Là, j'en ai 2 qui sont très intéressantes. Bonjour. Alors, je reprends sur Lolo. Les injections de Botox sont-elles une bonne solution pour une vessie hyperactive dans le SED hypermobile? Oui, oui. Voilà. Je serais un petit peu gêné de répondre. Je pense qu'il faut avoir une analyse très précise du trouble qui est en rapport. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure l'utilisation du baclofène, qui est un traitement de la spasticité, je veux dire la toxine botulique aussi. Donc l'injection, ça suppose qu'il y ait une hypertonie du sphincter urétral. Donc on peut pas répondre dans l'absolu, quoi. Ceci dit, s'il y a un trouble de cette nature, c'est pas parce qu'on a un SED qu'il y a une contre-indication. Ensuite, j'ai Florence qui demande, bonjour, est-il vrai que le diagnostic du SED hypermobile est fait par un test cutané? Merci pour votre réponse. On aimerait beaucoup. Hélas, non, on ne dispose pas de tests cutanés discriminants à ce jour pour le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Et j'ajouterais que même dans les autres types de syndrome d'Ehlers-Danlos, même s'il y a des particularités sur les biopsies de peau, l'avis du consortium international est de ne pas faire le diagnostic sur la biopsie de peau, mais d'aller à la génétique pour confirmer le diagnostic. Oui, je voudrais juste rajouter, parce que j'ai participé à une étude en microscopie électronique de biopsie cutanée. Et en fait, lorsqu'on regarde les biopsies cutanées de patients avec une forme vasculaire d'Ehlers-Danlos versus une forme hypermobile d'Ehlers-Danlos, il y a assez peu de différence sur la biopsie cutanée. Et donc, on voit qu'il y a des anomalies de la trame conjonctive, mais elles ne sont pas spécifiques d'un type d'Ehlers-Danlos. Donc, la biopsie cutanée en activité diagnostique, bon, ça peut aider, ça peut être utile dans un protocole de recherche, mais certainement pas pour porter un diagnostic de SED hypermobile. Bonjour à tous, c'est Priscilla. Je voulais savoir si c'est vrai que la cortisone n'est pas bonne pour le corps quand on a un syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors, je
dirais, même sans syndrome des Ehlers dans l'os, de manière chronique, la cortisone, ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est vrai que les indications ça a aussi beaucoup d'efficacité. C'est un immunosuppresseur puissant. Mais donc, de manière générale, au long cours, c'est vrai qu'on sait qu'il y a constamment des effets secondaires et il n'y a pas tellement d'indications. Il peut y avoir parfois des indications à des infiltrations cortisoniques qui ne sont pas contre-indiquées. J'ajoute à ce que tu disais le fait que les lésions cutanées peuvent être aggravées, bien entendu, par la cortisone à la fois locale et par voie générale. Oui, c'est vrai que des gestes locaux type infiltration à la cortisone, il n'y a aucune contre-indication. Mais la corticothérapie au long cours, de toute façon, comme le disait ma consoeur, ça n'ébauche chez personne. Hein. Bon, si ça n'est pas strictement indispensable, il vaut mieux éviter. Oula, ça démarre. Alors, ma fille de 20 ans a énormément... stop les questions, j'arrive plus à vous suivre. Arrêtez, je fais l'air dans l'os. Hein. Alors, je suis suivie à Garches pour un diagnostic du CA d'hypermobile ainsi que ma fille, et j'aurais voulu savoir en combien de temps a-t-on les résultats génétiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut aller de 1 an à 3 ans, voire... Alors, il y a une question qui a été... c'est une question difficile, parce qu'en fait, tout dépend à quel laboratoire initialement on a envoyé ce test génétique. Puisque plusieurs laboratoires se sont positionnés depuis plusieurs années pour nous aider dans les diagnostics génétiques. Et c'est vrai que les premiers laboratoires qui se sont positionnés ont pris énormément de retard avec le temps. Et donc, parfois, on a beaucoup de retard sur ces rendus de résultats-là. En principe, sur les derniers prélèvements envoyés, actuellement, on a environ 6 mois d'attente. Mais attention, parce qu'on est très vite surchargé au niveau des laboratoires. Donc, ce délai peut évoluer à toute vitesse. Hein. Et j'insiste, si ce test a été réalisé il y a longtemps, c'est possible qu'il soit encore en attente parce qu'il y a des délais de rendu de résultats qui sont très très longs, qui sont dus en fait au travail qu'a décrit Philippe Kovanken tout à l'heure au niveau du laboratoire. C'est un travail très très long. Un travail très très long aussi au niveau de l'interprétation, puisque avant tout rendu de résultats, on a une réunion de concertation pluridisciplinaire entre les cliniciens et les personnes des laboratoires, avant d'aboutir à un diagnostic qui nous permet de rendre le résultat à la famille et de proposer un conseil génétique. Donc c'est vrai que c'est long, mais que cette personne n'hésite pas à refaire un mail au niveau du secrétariat pour être sûre qu'elle n'ait pas été oubliée. On peut aussi quand même vérifier. Ma fille de 20 ans a énormément de symptômes et est ennuyée au quotidien. Peut-elle avoir un CA d'hypermobile comme moi si elle ne fait pas et n'a jamais fait de luxation ? Très compliqué à répondre, il faut voir la personne et puis faire une analyse complète d'un diagnostic clinique, d'un examen clinique. D'accord. Voilà, quand on a été, j'ai une question aussi, quand on a été suivi et le diagnostic est posé, est-ce qu'on doit systématiquement revenir en centre de référence ou en centre de compétences pour avoir un suivi par la suite, pardon. Alors, on préférerait que les centres de proximité prennent le relais. On facilite de plus en plus ce lien et lorsque les gens jouent le jeu localement, ça marche très bien avec des échanges avec les collègues et ça évite effectivement des trajets qui sont longs et coûteux à la fois physiquement et puis sur le plan économique. Mais hélas, de tout à l'heure, j'entendais quelqu'un parler de désert médical. C'est vrai qu'il y a certaines parties de la France où c'est très très compliqué de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire et on voit bien qu'il y a des gens qui sont à l'abandon hein, et parfois dans des situations sociales assez désespérées. Donc bien entendu que... pour ces personnes, les centres de compétences et de référence restent un recours, évidemment, mais j'insiste sur la coordination nécessaire dans ces cas-là
avec le médecin traitant, parce que sinon, voilà, on ne peut pas tout gérer au niveau des centres de compétences et de référence parce que nous n'en avons pas les moyens. Il ne faut pas croire que c'est qu'on ne veut pas, c'est vraiment qu'on n'en a pas les moyens. Et on aimerait beaucoup que, voilà, même peut-être qu'il y ait des postes qui soient créés, des postes intermédiaires dans les régions. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de demandes qu'on fait remonter aux autorités de santé. Voilà, on espère qu'elles seront entendues. On va prendre encore 2 minutes dans la salle parce qu'après on va être un peu limité dans le temps. Oui, alors justement, est-ce que vous avez une liste de médecins traitants généralistes sensibilisés aux problèmes liés dans l'os, d'orthoptistes, d'orthophonistes? Si je peux me permettre, quand on demande aux médecins qui souhaitent que leur nom soit divulgué, ils ne le souhaitent pas, ça coïncide. Si les patients l'un dans l'autre vont se précipiter dans leur consultation, et leur consultation généraliste vont devenir des consultations dédiées à l'un dans l'autre, mais qui ne le souhaitent pas. Donc en fait, c'est pas parce qu'un médecin va vous prendre juste à côté de chez lui, il va accepter de prendre en charge tous les élèves en France, parce que les noms vont circuler et ils ne vont pas traverser la France, mais on va dire, mais je ne suis pas une consultation dédiée. C'est vrai que vous dites souvent de trouver une équipe pluridisciplinaire à côté de chez vous, qui va vous prendre en charge vous pour votre propre problématique et l'un dans l'autre, parce que votre atteinte n'est pas tout à fait la même que la mienne, ou que la même que la personne qui est ici dans la salle. Donc c'est vraiment à chaque spécialiste en tout cas, et à chaque patient d'aller se faire ses questions d'idées, on va collaborer en pleine conscience avec son kiné, avec son ergo, avec son NPR, avec éventuellement l'hôpital. Oui, on nous ferme souvent les portes en nous disant que c'est ce qu'on a dit, d'où l'importance de l'écriture et la révélation des PMDF, qui sont ensuite des transports administratifs où nous trouvons des personnes mal accompagnées, des personnes pour chronophage, toujours malades, toujours en train de râler, avec ces publications des PMDF, mais apportées à chaque administration, quelle que soit sa spécialité, aura les réponses dans le PMDF et pourra accompagner au mieux dans la région, parce que c'est un des erreurs médicales dans certaines régions qui n'est pas acceptable, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il manque des moyens humains, financiers, ça va être en place, tout ce maillage national, avec une EPP mise en place, avec des hospitalisations de jour, partout en France, pour que nous, ensuite, après le diagnostic, on puisse nous écouter et nous accompagner dans notre vie. Voilà, peut-être qu'on a là, puis après on va arrêter, d'accord ? Bonjour, une petite question sur la kétamine. Beaucoup de personnes font des injections. C'est bien. Alors, je ne suis pas médecin algologue, mais je travaille donc en étroite collaboration avec un centre de la douleur à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Et, il arrive, quand on est en bout de course au niveau de la prise en charge antalgique, que soit proposé dans certaines indications bien précises par les algologues des perfusions de kétamine. Parfois, il y a des résultats spectaculaires en termes d'efficacité. Parfois, il y a des effets secondaires. Parfois, ça ne marche pas. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Mais en revanche, évidemment qu'il faut que ce soit réalisé dans des centres habilités à le faire, qui vont le faire avec retenue et dans les bonnes indications. J'ai la même question à MD qui me demande pour ce qu'il en est des injections de lidocaïne qui sont faites où on apprend aux patients de s'auto-injecter à la maison. Alors, même réponse, hein, ce n'est pas une réponse de ma part, c'est la réponse de l'équipe et des équipes, puisque j'ai eu une réunion plus généralement avec tout un groupe de médecins algologues il n'y a pas très longtemps. Il est clair que les injections sous-cutanées de lidocaïne, n'ont pas l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication-là.
On ne sait pas si ça ne peut pas avoir des effets secondaires. Et il faut savoir qu'on fait une piqûre dans la peau, donc on expose à un risque infectieux. Donc même si ça marche, le jour où il y aura une surinfection et un abcès et une septicémie, je demande qui, c'est le médecin prescripteur qui en sera responsable. Donc à partir du moment où aucune étude n'a été faite sur l'efficacité de ce type d'injection répétée dans les syndromes d'Ehlers-Danlos, je pense, en tout cas moi je ne le prescris pas et l'équipe de la douleur de Garches ne le prescrit pas non plus. On revient sur la kétamine. Est-ce que la kétamine est contre-indiquée quand on a des troubles cardiovasculaires? C'est un anesthésiant. C'est pas dépresseur respiratoire. Oui, mais oui, ça a des effets cardiovasculaires à potentiel, oui, tout à fait. Comme la lidocaïne d'ailleurs aussi. Voilà, on va vous remercier en tout cas en direct. Merci à vous tous, on va en couper là. À plus, vous retrouverez toutes les vidéos du congrès, du colloque sur le forum. Voilà, on va passer à vous remercier en tout cas pour vos interventions. Maintenant, avant qu'on termine, d'abord je voulais vous remercier. Je pense qu'on a toujours plein de questions, que vous pourrez y rester très très longtemps. Moi, je vais vous parler du droit des enfants malades hospitalisés. C'est un projet qui a été mis en place par l'UNCED. Pourquoi? Parce que nous avons un agrément du ministère de la Santé et que nous sommes engagés auprès de tous les usagers de santé, quels qu'ils soient, pas forcément sur les syndromes d'Ehlers-Danlos. Et puis, on s'est penché un petit peu sur les questions de la prise en charge des droits des enfants lorsqu'ils vont à l'hôpital. Tiens, je vais vous poser une question. On va le faire à main levée. Pas très haut, vous ne déboîtez pas l'épaule, même si les médecins sont là. Soyons sages. Tiens, est-ce que je peux manger des bonbons et des gâteaux à l'hôpital? Qui pense que oui? Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment autorisé? Pas forcément. Alors, on ne dit pas non à un enfant, mais on va l'accompagner dans la réponse. Lorsque j'ai une hospitalisation, si je ne parle pas français, qu'est-ce qui va se passer? Mais dis donc, mais je vais aller à l'hôpital longtemps, mais je ne vais plus pouvoir à l'école. Et voilà. Et les enfants ont tellement d'interrogations que nous leur avons posé sur notre forum de discussion des questions sur lesquelles ils ont répondu à travers la voix de leurs parents. Et puis on a synthétisé sur un livret. Voilà, ce livret s'appelle DEM. Vous l'avez dans votre sac de bienvenue. Alors je vous demande d'applaudir DEM qui arrive. Et je vais vous montrer une petite vidéo, si vous avez 2 petites minutes. Il est un peu comme nous, il n'est pas toujours. Alors, sincèrement, t'es génial, mais on ne voit que toi. Et non, parce qu'on a mis la vidéo. Est-ce que tu peux te pousser, dame, s'il te plaît? Voilà. Donc, il défend les droits des enfants malades hospitalisés. J'ai dû me faire opérer. Tout s'est bien passé. J'ai rencontré d'autres enfants malades. Nous étions tous différents. On a discuté car nous avions tous pas mal de questions sur ce qui allait se passer à l'hôpital. Mathilde ne savait pas si elle pouvait emporter son doudou. Yohan, si l'un de ses parents pouvait dormir dans sa chambre. Alexis s'inquiétait de ce que le docteur allait dire à ses parents sur sa maladie. Malik n'avait pas très bien compris pourquoi il devait se faire opérer. Et toi, tu es déjà allé à l'hôpital? Tu as eu peur d'avoir mal? Sinon, si tu dois bientôt y aller, tu dois te demander si tu pourras avoir la télévision, te connecter à ta tablette, si tu vas avoir mal, ou comment faire si tu n'aimes pas les repas. Il est normal de se poser plein de questions, car aller à l'hôpital, ça peut faire peur. Mais les médecins nous ont tout expliqué. Tu trouveras toutes les réponses dans le livret illustré de l'UNCED, Union nationale des syndromes d'Ehlers-Danlos. Il est gratuit en téléchargement sur leur site, ou en demandant qu'on te l'envoie chez toi. Tu peux aussi l'adopter sur leur site, alors connecte-toi. Voilà. Donc le livret, il est disponible. Et si les médecins souhaitent le diffuser dans leur service, ce sera vraiment avec grand plaisir parce qu'on est là, c'est vraiment gratuit. Donc nous, on va chercher
des fonds, on fait des actions et puis on a des partenaires. Voilà. Le par exemple de Sérécard ne fait pas que les contentions, nous a aussi pas mal soutenus dans ce projet. C'est vraiment s'engager auprès de tous les usagers de santé. Et puis à des charges, en relisant un petit peu toutes les questions, on va informer les enfants, mais indirectement, je pense que les parents et toute la famille, si elles se plongent dans le livret, auront leurs réponses. Voilà. Alors merci à vous tous. N'hésitez pas, ce livret est complètement gratuit et offert. Et voilà, les médecins, quelle que soit votre profession, nous sommes là pour l'offrir gratuitement. Merci à vous. Voilà.